Très bien, bonjour à tous. Et puis, donc, ce qu'on a convenu avec Monsieur Dillac, hein, qui représente la société IT Gouvernance, c'est qu'on a une présentation sur un contenu qu'on vous a déjà diffusé pendant, on va dire, 30-40 minutes, je ne sais pas trop le temps, et puis après, on passera aux questions-réponses, mais il y aura peut-être aussi des questions à la volée. Ouais, Est-ce que, Anthony, tu voudrais ajouter d'autres choses? ouais, mais écoute, je voulais voilà, juste d'ailleurs remercier M. Dillac d'être présent et de nous proposer cette présentation de GLPI. C'est une présentation qu'on a décidé de vous proposer en lien avec donc, Jean-François Gatineau de donc, la DEC 44 et puis Patrick Royer de la Bretagne. Donc c'est une présentation commune Bretagne-Pays de la Loire. On en fait un peu plus, de plus en plus souvent. C'est Donc le l'idée Grand de Ouest. voilà, l'idée de ce webinaire, c'est justement de vous présenter la solution GLPI et tout ce qu'elle peut vous apporter, notamment en termes de gestion au quotidien de votre IT, hein. C'est une solution qui a beaucoup évolué ces dernières années. La plupart en sont peut-être restés à une solution qui faisait simplement de l'inventaire du ticketing. Voilà, GLPI 11 va beaucoup plus loin maintenant, désormais. Et donc l'idée, c'est que, voilà, que M. Dillac, donc, de Société IT Gouvernance, qui est un revendeur, hein, si je ne dis pas de bêtises, de la société, de la solution, et surtout un expert sur cette solution, vous présente voilà, jusqu'où est-ce qu'on peut aller. Donc voilà, on avait noté en effet plusieurs choses, hein, le rôle d'un ITSM, les atouts de GLPI, au-delà de l'inventaire, comment est-ce qu'on peut l'intégrer aussi avec un annuaire. Et puis au terme de la présentation, je pense qu'on présentera aussi les différentes possibilités de déploiement, les options de déploiement. Et puis comme le disait Patrick, il y aura une partie questions-réponses. Voilà. Je pense que ça, c'est bon pour vous, Monsieur Dillac, c'est bon, vous allez Oui, tout pouvoir à prendre fait. la Vous main. m'entendez? Oui, Oui, très bien. Oui, On très vous bien. laisse partager votre écran et Oui, bien sûr. votre outil. Et puis vous présenter aussi, bien sûr. Bah, bien sûr. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Tout Merci. à fait. Je vous présente ça tout de suite. Alors, je vais partager cet écran et je vais minimiser. Hop. Alors là, j'imagine que vous devez devoir, en fait, vous devez voir, en fait, j'imagine. Vous devez voir effectivement mon écran enchanté. Donc, je suis Olivier Dillac, donc, dirigeant en fait de l'entreprise IT Gouvernance. Donc, je vais très rapidement en fait présenter en fait l'entreprise, et puis après, je vais surtout en fait passer du temps à vous présenter la solution GLPI en fait là, pour vous montrer un petit peu tous les avantages que vous pourriez en fait en tirer. Donc, très rapidement sur l'entreprise IT Gouvernance. Donc, c'est une entreprise cabinet de conseil et de solutions spécialisées sur la partie système d'information. Que j'ai créé en fait en 2015, donc ça fait maintenant plus de 10 ans. Nous sommes basés en fait dans les Pays de la Loire, plus précisément à sous-préfecture en fait du Maine-et-Loire à Cholet. Nous sommes donc bâtiment filature du numérique, où on partage en fait ce bâtiment avec d'autres entreprises qui travaillent dans le secteur du numérique. Et c'est un bâtiment qui a été créé par l'agglomération du Choletais pour promouvoir en fait le développement de l'emploi dans le secteur du numérique. Donc aujourd'hui, on a plus de 150 clients que l'on accompagne. Alors, beaucoup d'entre eux sur la solution en fait GLPI. J'y reviendrai tout à l'heure parce qu'effectivement, on est partenaire de l'éditeur de la solution GLPI qui est TechLib. Et puis on a d'autres partenaires avec lesquels effectivement on travaille sur d'autres solutions. Voilà, l'équipe en fait IT Governance, une petite équipe en fait constituée d'experts sur la solution. On est aujourd'hui 6 personnes. Voilà, donc vous avez l'équipe qui est représentée en fait ici avec 2 admins système et réseau, qui s'appelle un qui s'appelle Anthony Montbrun et l'autre Benoît. Agnès qui est sur la partie consultante PMO et ITSM. Un ingénieur en développement et qui est aussi certifié, en train de passer la certification pour être hacker éthique. Et Mélanie qui nous accompagne en fait sur la partie gestion administrative. On est forcément sponsor en fait de Cholet Basket, parce qu'en étant sur Cholet, effectivement, le sport aujourd'hui et les valeurs véhiculées par le basket, c'est le principal sport en fait sur Cholet. Puis on est aussi mécène depuis plusieurs années de la structure Entreprise du Souffle, qui est une association qui aide à vaincre la mucoviscidose au niveau national. On a des valeurs qui sont indiquées juste en dessous, qui sont importantes effectivement pour nous dans toutes les missions que l'on est amené à faire avec nos clients. Et c'est des valeurs, en fait, en général, l'objectif, c'est de les partager avec nos clients. L'historique de la société, très rapidement, en fait, je vous disais, dit création 2015. Dès 2016, on était dans les premiers partenaires de l'éditeur de la solution GLPI, en fait, qui est donc TechLib. Donc, dès 2016,
Ça va faire 10 ans cette année qu'on est partenaire de l'éditeur sur la solution GLPI. Et puis petit à petit, en fait, au fur et à mesure des années, par rapport aussi à notre expertise et les projets qu'on avait menés autour de la solution GLPI, donc l'éditeur en fait a tenu à nous récompenser de notre engagement et de notre implication dans les missions que l'on réalise autour de la solution. Et donc on a commencé en 2016 avec le premier niveau de partenariat qui était le Silver. Et au fur et à mesure du temps, en 2022, on est passé Gold. Et là, en 2025, on est passé en fait Platinum. Donc aujourd'hui, en fait, dans le monde, il y a 5 partenaires Platinum sur la solution GLPI, dont 4 en France. Et donc nous faisons partie des 4 sociétés en France qui sont partenaires Platinum de la solution GLPI. Très rapidement, la solution, notre offre de service, très rapidement. Donc nous, quand j'ai créé la société, l'objectif c'était d'accompagner les DSI et les dirigeants dans la partie management de leur système d'information. Et aujourd'hui, si on se positionne comme un RSI ou un DSI, en fait, les 4 grands domaines sur lesquels on doit en fait apporter, en fait, répondre aux attentes des différentes parties prenantes, que ce soit les utilisateurs ou la direction générale. Puis en fait, c'est une DSI, elle doit gérer, piloter en fait des projets. Donc déjà prioriser qu'est-ce qui doit être transformé en projet par rapport à une opportunité, et ensuite conduire en fait le projet pour qu'il atteigne les différents objectifs qui ont été fixés. À chaque fois qu'on fait un projet, il faut qu'on conçoive des services qui soient sécurisés by design, donc dès la conception. Donc on accompagne aussi les clients sur toute la partie analyse de sécurité, audit de sécurité. Derrière, le point sur lequel on est aujourd'hui, c'est sur la partie support exploitation, parce qu'en fait, quand on délivre des services numériques, ensuite, il faut les supporter, les exploiter auprès des utilisateurs. Donc là, dans le cadre de cet domaine stratégique pour nous, on intègre aussi la solution GLPI. On accompagne nos clients dans le cadre de l'intégration de cette solution. C'est un bon moyen aussi de revoir les processus internes pour améliorer la qualité de service et puis donner aussi une image en fait de la DSI qui soit positive en apportant plus de qualité et piloter aussi notre activité. Et puis au sein d'un service informatique ou d'une DSI, on n'a pas toutes les compétences en interne, donc on va chercher de la compétence à l'externe, donc à travers des partenaires, des fournisseurs, et donc pour ça, il faut être capable de contractualiser avec eux et de piloter en fait dans le temps que notre fournisseur produit les prestations conformément au cahier des charges qu'on avait initialement validé avec lui. Et à chaque fois, dans nos prestations, on va en fait faire en sorte de les outiller pour nos clients. Et donc, notamment, GLPI fait partie des solutions logicielles qui vont nous permettre d'outiller les prestations. Et derrière, dans les différentes solutions logicielles, aujourd'hui, il y a besoin de les faire communiquer, de les interfacer pour gagner en fait en productivité et en efficacité. Donc pour ça, on a des compétences pour faire l'interfaçage des solutions entre elles. Et on réalise aussi quelques missions en temps partagé. Donc après, très rapidement, on a effectivement, je vous ai dit, plus de 150 clients. Donc, on a des établissements de santé pour illustrer sur la partie GLPI. Vers le corollaire, en fait, on travaille par exemple avec l'Université de Nantes. Donc, l'Université de Nantes, aujourd'hui, sur GLPI, c'est 80 000 comptes utilisateurs de présents dans la solution GLPI. C'est 250 intervenants au niveau de l'Université de Nantes qui travaillent au quotidien sur le traitement des sollicitations qu'ils peuvent avoir dans la solution GLPI. Donc voilà, l'Université aussi de Pau, Audencia, l'ESCA. On a pas mal de références aussi dans les établissements, qu'ils soient privés ou publics, sur la solution GLPI. Voilà, les solutions sur lesquelles nous sommes partenaires, TechLib. Wikit, c'est un chatbot qui s'intègre aussi à GLPI pour apporter de l'IA avec le chatbot pour réduire les sollicitations qui arrivent au service informatique en automatisant, en permettant à l'utilisateur de trouver une réponse directement à sa question avant même de déclencher un ticket auprès de la DSI ou du service informatique. Et cet outil, en fait, permet aussi de répondre à des besoins d'autres directions métiers. Voilà, je vais passer les autres solutions. Voilà, pour présenter très rapidement la société, en fait, IT Gouvernance. Et si jamais vous avez des questions, de toute façon, je pourrais bien sûr y répondre tout à l'heure. Donc là, ce que je vous propose... Juste pour faire la transition, Monsieur Dillac, moi je m'interrogeais sur la propriété de ce produit. Là j'ai cru comprendre que vous parliez plusieurs fois de la société TechLib, qui est une société anglaise, si je ne dis pas de bêtises. Non, je crois française. Française. Ouais, tout à fait.
ou alors c'est leur support qui est en Angleterre. Parce que nous-mêmes, on est clients Techlib jusqu'à présent. Et ce produit, moi je pensais que c'était un produit open source, donc avec une communauté, etc. Qu'en est-il? C'est toujours le cas. Hein. C'est toujours en fait GLPI est un produit en fait open source, donc vous pouvez télécharger en fait les exécutables, les installer sans payer quoi que ce soit. Après Techlib, son rôle, c'est qu'en fait la solution GLPI, juste pour refaire le petit historique, GLPI a été créé en fait en 2002 de mémoire, donc ça fait maintenant effectivement plus de 20 ans. Cette solution a été créée par des enseignants, chercheurs et des personnes qui étaient dans des très grosses entreprises françaises et qui ne trouvaient pas de solution pour la gestion du parc informatique. Parce que GLPI, l'acronyme de GLPI, c'est gestionnaire libre de parc informatique. Ça veut dire ça en fait, GLPI, gestionnaire libre de parc informatique. Créé en fait en 2002 effectivement par des enseignants-chercheurs et des personnes qui avaient du temps et qui souhaitaient consacrer du temps pour le développement de la solution. Donc ensuite, cette solution, effectivement, elle a eu beaucoup d'engouement. Donc, en fait, elle a continué de se développer. Une communauté s'est créée autour de cette solution et a contribué, en fait, à son développement. Et ça s'est développé jusqu'en 2015 où la solution avait un tel engouement dans le monde entier, parce qu'en fait, elle a dépassé en fait les frontières du territoire national. Et en fait, il y avait énormément de sollicitations de personnes dans le monde entier pour faire évoluer la GLPI. Et le problème, c'est que la communauté InDeepNet qui gérait l'évolution de GLPI, à un moment donné, en fait, c'était des bénévoles et des personnes qui faisaient ça sur leur temps libre, et ils n'avaient plus en fait la capacité en fait de suivre l'ensemble des sollicitations qui étaient demandées pour GLPI. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'à l'époque, la communauté InDeepNet s'est rapprochée des plus gros contributeurs sur le développement de GLPI. Et dans ces plus gros contributeurs, il y avait une société qui s'appelle Techlib. Et donc, ils ont demandé à cette société Techlib s'ils étaient d'accord pour reprendre l'animation du développement de la solution GLPI. Donc, en fait, Techlib a accepté. Ils ont revu complètement leur modèle économique pour arrêter de faire du conseil, de l'intégration, de la formation sur la solution GLPI pour se consacrer uniquement à la partie développement. Et donc, comment est-ce que leur modèle économique a évolué à Techlib pour pouvoir continuer en fait à exister? En fait, ils ont proposé de créer un réseau de partenaires sur la solution GLPI, comme nous, IT Gouvernance, partenaire de l'éditeur. Et nous, en tant que partenaire, on propose effectivement du conseil, de l'intégration, du support de niveau 1 niveau 2, et on propose aussi donc toutes ces prestations-là. Et Techlib se focalise sur le développement et le support de niveau 3. Donc leur modèle économique, c'est de pouvoir proposer aux clients qui utilisent la solution, parce que quand on l'utilise en mode open source, on n'a aucun support sur la solution. Donc voilà, donc si on veut utiliser cette solution plutôt sous une forme professionnelle, en étant sûr d'avoir dans des engagements de délai convenus des fournitures de correctifs, que ce soit aussi bien des correctifs de sécurité ou des correctifs sur des bugs avérés, eh bien là, il faut souscrire effectivement à un contrat de support auprès de Techlib ou en passant plutôt maintenant directement par les partenaires. Mais vous pouvez toujours installer, télécharger, installer la solution gratuitement, bien sûr. Merci de votre réponse, ça me paraît en effet plus clair. Parce qu'il y a beaucoup d'établissements qui l'utilisent la version 1 sans aucun contrat d'abonnement de quoi que ce soit. Et c'est tout à fait légal en fait. Ouais. C'est ça, on peut être confronté quand même à des problèmes de failles de sécurité, de bugs sans ces contrats supplémentaires. On vous laisse passer sur la partie... Bien sûr, tout à fait, démonstration. Mais c'est vrai que là, le point que vous abordez, c'est très important parce que malheureusement, dans le monde, cette solution étant très, très utilisée, elle est installée, mais elle n'est pas forcément très bien maintenue aujourd'hui par un certain nombre d'utilisateurs de la solution. Et du coup, ce qui fait que les plateformes sont très vulnérables. On l'a remarqué, et ça fait partie en effet dans le monde d'aujourd'hui avec les cyberattaques un peu dans tous les sens. Okay. Et du coup, effectivement, justement, à travers donc Techlib et les offres, je vous en parlerai tout à l'heure, qui sont proposées, notamment les instances cloud. Dans les instances cloud qui sont proposées par Techlib, tout l'intérêt aussi, c'est d'être sûr et certain que votre instance GLPI, elle sera toujours à jour et donc beaucoup moins vulnérable que les autres plateformes. Et on a l'obligation, Techlib en fait met à jour automatiquement toutes ces instances cloud. Donc voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est, je vous propose, donc là, c'est l'interface de connexion en fait à GLPI. Donc là, on peut personnaliser comme on le souhaite. Nous, on a mis notre logo IT Gouvernance, c'est une plateforme de démo, mais bien sûr, vous pouvez la charter comme vous le souhaitez avec votre propre logo de l'établissement. Vous pouvez mettre une image de fond ici qui va être
la photo de votre établissement. Vous pouvez mettre ici un texte qui va être charté pareil, et on peut se connecter sur la plateforme. On peut faire effectivement du SSO. Donc là, si je voulais me connecter sur Entra ID, je pourrais me connecter avec mon compte Entra ID pour éviter de renseigner mon identifiant et mon mot de passe. Là, je vais me connecter avec un compte local sur GLPI. Donc, je prends un utilisateur qui s'appelle Jean Dujardin, et puis qui a uniquement des droits en tant qu'utilisateur pour créer des tickets, ouvrir une sollicitation auprès du service informatique de l'établissement. Donc, je vais partir sur ce premier cas pour montrer en fait, qu'avec GLPI, on peut en fait, tout simplement offrir à nos utilisateurs la possibilité d'avoir donc un portail web beaucoup plus ergonomique que ce que vous connaissez sans doute jusqu'à présent. Donc là, on est sur la version 11 de GLPI, qui est sortie, c'est la toute dernière version majeure qui est sortie en octobre 2025. Et maintenant, dans le trend des évolutions de la solution, TechLib souhaite aller beaucoup plus vite dans la sortie de version majeure. Jusqu'à présent, c'était à peu près tous les 3 ans. Maintenant, ça sera tous les ans. Il y aura une nouvelle version majeure qui comportera moins de nouveautés que ce qu'il y avait jusqu'à présent, comme elle sortait tous les 3 ans, mais au moins ça ira plus vite et les clients verront plus rapidement comme ça des évolutions en termes de fonctionnalité. Ce qui est paramétrable, pareil, toute la partie couleur, le branding, les logos, les photos ici, vous ne voyez pas, mais derrière c'est une image sur la partie gauche. À droite, c'est aussi une autre image, donc ça, vous pouvez faire ce que vous voulez comme image. Le texte qui est ici, vous pouvez aussi le modifier. Là, la personne, quand elle se connecte sur la plateforme, elle peut directement ici aller taper des mots-clés pour rechercher une solution, par exemple sur, je ne sais pas, elle voudrait en fait avoir sur Outlook, qu'est-ce que je peux faire sur Outlook si jamais en fait la solution, il y avait en fait la possibilité de trouver un article. Là, j'ai pas d'article en fait sur la partie écran, mais si je l'avais, il pourrait me proposer ici des articles sur effectivement qu'est-ce qu'il est possible de faire sur les écrans pour le dépanner et ainsi de suite. La personne, elle va pouvoir trouver ici aussi des petits raccourcis, c'est des petits raccourcis, des liens pour soit aller consulter les articles de la base de connaissances, soit pouvoir créer en fait un ticket, soit consulter en fait ces tickets, ou éventuellement aussi faire une réservation de matériel sur la solution GLPI. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que la solution GLPI, auparavant, elle avait été effectivement plutôt créée pour répondre aux besoins des services informatiques ou des directions informatiques. Donc, elle servait pour ouvrir, traiter les sollicitations des salariés vis-à-vis en fait de leurs problématiques numériques. Aujourd'hui, GLPI, comme beaucoup de solutions ITSM, c'est une solution maintenant qu'on va appeler, ce sont des ESM, des Enterprise Service Management, donc qui vont plutôt être ouvertes pour répondre en fait à l'ensemble des besoins des directions, enfin des salariés vis-à-vis des directions support de leur organisation. Typiquement, GLPI, on voit bien que de plus en plus de structures clientes l'utilisent pour les besoins qui sont en lien avec les services généraux, le service des bâtiments, avec la communication, avec l'informatique. Et donc, on va pouvoir aussi permettre aux salariés de créer des tickets, pas uniquement des tickets à destination du service informatique, mais à destination d'autres services métiers, et de faire en sorte que pour le salarié, ça soit plus simple pour lui. Il a un portail unique dans lequel il va pouvoir formaliser ses besoins, quelle que soit en fait la direction support qui va être concernée, à travers ce qu'on va appeler en fait une notion de catalogue de services, qu'on va voir ici tout à l'heure. Ensuite, la personne, quand elle a créé des tickets, elle pourra consulter ses tickets à ce niveau-là. Donc là, elle peut aller dans la liste donc, de ses tickets. Donc là, on voit que la personne, elle n'a qu'un seul ticket qui est ouvert pour l'instant sur la plateforme, qui est déclaré un incident PC salle de classe 21 qui est en panne. Elle voit le statut de son ticket, elle voit à quelle date elle a fait la modification. Pareil, les colonnes qui sont ici sont personnalisables. Les recherches sont personnalisables. Donc ici, si vous voulez rajouter en fait des règles pour affiner la recherche d'un ticket que vous avez créé, l'utilisateur peut aussi le faire. Quand il rentre en fait dans son ticket, il va pouvoir en fait consulter quelle est la demande initiale que j'ai faite à travers les questions et les réponses que j'ai renseignées dans un formulaire du catalogue de services. Donc ça permet de bien retracer toutes les questions qui m'avaient été posées dans le formulaire. La personne, on peut lui donner les droits ou pas en tant que demandeur de visualiser les tâches, les actions qui sont à faire en lien en fait avec son ticket. Donc ça, c'est plutôt une action qui va être faite par le RSI de l'établissement, et pour la prise en charge de la qualification. L'avantage des tâches, c'est qu'il y a en fait un temps qui est valorisé sur les différentes tâches. Ça permet de voir aussi combien de temps j'ai passé à traiter tel ticket. Et ça permet aussi d'avoir des indicateurs qui sont un peu plus pertinents, parce que souvent dans les outils de ticketing, si on se limite à de la volumétrie de tickets,
Bon, certes, c'est intéressant de voir que sur une année, par exemple par rapport à l'année précédente, on a pris 10%, 15% de sollicitations en plus, et ce qui peut m'aider, moi, en tant que RSI, à aller essayer de tenter d'avoir en fait une ressource, ou même si c'est un quart-temps ou un mi-temps en plus. Mais ce qui va être intéressant, c'est aussi au-delà de la volumétrie des tickets, parce qu'on sait très bien qu'il y a des tickets qui prennent très peu de temps et d'autres qui sont plus complexes qui vont prendre plus de temps, c'est de montrer aussi à notre hiérarchie que sur l'année passée, on avait par exemple un temps passé sur les tickets qui était de 1500 heures, je vais dire n'importe quoi, et cette année, on avait 2000 heures de passé sur le traitement des tickets. Donc c'est encore plus parlant, encore plus pertinent, et ça peut nous aider à obtenir, en fait, à justifier des moyens supplémentaires. Donc, le demandeur, il voit effectivement le ticket qu'il avait ouvert, il voit la tâche qui est à faire par les équipes internes, et puis après, le demandeur, il peut interagir sur son ticket avec les équipes techniques à travers la possibilité d'ajouter des réponses ou des pièces jointes, des documents, et également, il peut soumettre son ticket à validation d'un responsable de l'établissement ou d'une autre personne. Donc ça, c'est ce qu'il peut faire. Si par exemple, la personne veut préciser qu'elle va être absente par exemple pendant 2 jours, je vais être absent jusqu'à la fin de la semaine. Hop, voilà, cordialement. Donc là, la personne peut vous mettre un petit message comme ça, puis elle va faire ajouter. Vous avez vu qu'il y a un éditeur de texte, donc elle peut mettre du gras, des soulignés, des URL si elle le souhaite. Enfin, voilà, on peut faire pas mal de choses, des tableaux, des images. Si elle veut faire un copier-coller, en fait, ici, en fait, elle va faire avec n'importe quel outil de capture, par exemple, elle va pouvoir aller chercher et puis faire une petite impression écran d'une partie et puis le mettre à son ticket. Hop, voilà. Et puis là, du coup, elle va pouvoir directement dans son ticket mettre la petite impression écran. Elle va faire ajouter. Donc là, en fait, ça va tracer aussi cet ajout qui a été fait sur le ticket par telle personne. Donc ce que vous voyez pas derrière, mais c'est qu'à chaque fois qu'on fait certaines actions sur la solution GLPI, il y a des notifications par mail qui peuvent partir et à destination de différentes personnes en fonction des acteurs qui sont positionnés sur le ticket. Donc là, effectivement, on voit bien qu'à l'instant, Jean Dujardin vient d'ajouter ce suivi, et si un technicien est positionné sur son ticket en tant que attribué A, eh bien le technicien va être notifié qu'il y a un nouveau message qui a été posté par le demandeur tel jour à telle date. Si le demandeur il a oublié de joindre un fichier, il peut très bien ici aller chercher dans Documents, et puis il peut aller chercher, soit il fait un glisser-déposer de son fichier directement ici, soit il peut aller ajouter un nouveau fichier en ouvrant en fait tout simplement son explorateur de fichiers, choisir le fichier où il fait un glisser-déplacer. Et ce qui est nouveau aussi dans la version 11 de GLPI, c'est si jamais l'utilisateur veut ouvrir un incident parce qu'il a un message d'erreur sur son écran, et bien ici, en faisant nouveau document, il peut directement aller capturer un de ces écrans. Donc là, par exemple, je vais aller capturer, je vais dire que je veux capturer tel écran ou tel onglet de mon navigateur ou ma fenêtre complète. Donc là, je veux capturer, par exemple, ça, je vais faire partager. Et ça va me rattacher automatiquement cette image sur mon ticket. Donc pour l'utilisateur, ça peut aussi lui simplifier la vie pour vous remonter en fait le message d'erreur. Et après, si par exemple c'était une demande qui nécessite la validation d'un responsable par rapport à des droits d'accès sur le système d'information ou par rapport à un investissement matériel, eh bien cette personne, le demandeur, peut très bien soumettre à validation d'une autre personne ce ticket. Donc là, par exemple, moi je voudrais soumettre ce ticket à validation. Par exemple, eh bien, j'ai une personne là, parce qu'en fait, on voit, ce que je ne vous ai pas montré, mais Jean Dujardin, j'ai créé une arborescence en fait de mes entités dans GLPI, où je suis parti du postulat que, par exemple, on pourrait très bien avoir tous les établissements d'une même région qui utilisent un GLPI mutualisé, où on va retrouver les différents établissements des Pays de la Loire. Là, j'ai la Loire-Atlantique, le département, et en dessous, j'ai mis en fait l'établissement Nantes, Saint-Joseph, du Lokidi. Et donc là, Jean Dujardin serait en fait donc salarié de cet établissement. Et donc là, il souhaite soumettre en fait son ticket, par exemple, à validation. Donc je ne sais plus comment je l'avais appelé, mais on peut dire par exemple de cette personne. Et puis là, on peut mettre un petit message. On peut utiliser des gabarits aussi de validation. Merci de valider ma demande. Et donc, la personne en question, Richard Paul, va recevoir un mail qui va lui dire, voilà, sur tel ticket, c'est parce que je n'avais pas d'adresse mail sur cette personne-là. Donc là, on voit que sur le ticket, ce ticket a été soumis à validation de Richard Paul.
Donc la personne va recevoir un mail en lui disant voilà, sur ce ticket, on attend votre validation avant que les équipes puissent le traiter. Et là, on voit sur le ticket, le demandeur voit que son ticket a été passé en attente de validation. Et quand la personne, Richard Paul, aura validé, sur le ticket, il verra, voilà, telle date, telle heure, que sa validation a été approuvée ou refusée avec le motif du refus de Richard Paul. Donc on a aussi la possibilité de dématérialiser effectivement un workflow de dématérialisation pour les validations, ce qui est plutôt très pratique aussi dans la solution. Donc là, on voit la date, le demandeur voit la date d'ouverture de son ticket, il voit le titre, la catégorie de ticket, là c'était un incident matériel sur son PC, et il voit effectivement un certain nombre d'informations sur son ticket qu'on peut afficher ou qu'on peut masquer. Hein. Donc ça, cette partie-là à droite, on peut très bien la masquer auprès des utilisateurs si on le souhaite. Et on voit le demandeur et on voit après qui est affecté sur le ticket. On a aussi une notion dans GLPI d'engagement de délai pour la prise en charge et la résolution des tickets, ce qui est forcément en général plutôt une bonne chose en fait et appréciée par les DSI ou les responsables informatiques, parce qu'en fait, ça permet aussi de prioriser les tickets les uns par rapport aux autres et faire en sorte que l'utilisateur, en tant que demandeur, il ne vous rappelle pas non plus toutes les heures pour vous dire quand est-ce que mon ticket va être fait, quand est-ce que mon ticket va être fait. Si en fait vous avez directement sur le ticket, il y a un engagement d'échéance au plus tard qui est positionné, en fait cette personne, elle sait par exemple que son ticket, l'échéance pour la résolution de son ticket, ça sera le 26 mars à 10h58. Donc ce qui permet aussi d'éduquer un peu les personnes en disant bah voilà, l'échéance sur ce type de ticket, c'est à 5 jours, un ticket avec une échéance à 5 jours, donc ne me rappelle pas toutes les heures ou tous les jours. Par contre, si effectivement, passé le 26 mars à 10h58, ton ticket n'a toujours pas été résolu, bah, tu seras tout à fait en droit de nous relancer, parce que normalement, c'est l'engagement que l'on avait pris vis-à-vis en fait, de vous. Donc voilà, donc ça c'est en fait... Je rebondis rapidement hein, sur ces notions de sûr. SLA, c'est, je pense, très important. Ça, c'est des notions dans le cadre de nos établissements à définir forcément en interne avec les équipes de direction. Hein. Mais c'est aussi un moyen parfois de pouvoir aussi, entre guillemets, se défendre vis-à-vis de certains de collègues parfois qui sont parfois peut-être un peu pénibles en effet à remonter les problématiques et parfois aussi à remonter à la direction les lenteurs ou les temps de réaction du service informatique. Donc c'est, je pense, des notions importantes à pouvoir définir en amont, ces notions de SLA. Tout à fait. C'est hyper structurant et ça aide en fait les intervenants sur la solution GLPI pour faire en sorte qu'on ne les laisse pas en fait effectivement tout seuls en fait face à la priorisation des tickets. Normalement, la notion d'engagement de délai, souvent, on va la définir en concertation avec la direction de l'établissement, parce que derrière, effectivement, si l'établissement veut un niveau de réactivité très fort, il faut aussi qu'il soit prêt à mettre des moyens en fait derrière. Donc en fait, c'est vraiment un outil qui permet aussi de se mettre d'accord sur niveau d'engagement que vous souhaitez vis-à-vis de nous par rapport aux moyens que vous nous donnez. Si vous nous donnez peu de moyens, nos engagements seront peut-être moins, on sera peut-être un peu moins réactif. Si on a plus de moyens, donc une équipe un peu plus importante, on pourra peut-être effectivement s'engager sur une réactivité plus forte. Donc ça, je vous ai juste montré effectivement comment la personne voit ses tickets. Maintenant, si je vous montre rapidement dans les réservations, la personne peut aussi, parce que dans GLPI, on a une gestion aussi des assets, des actifs. Donc les actifs qu'on avait dans GLPI auparavant, c'était des actifs numériques, donc poste de travail, écran, imprimante, switch, ainsi de suite, pour gérer tout ça. Et c'était très bien. Maintenant, dans GLPI, on peut gérer d'autres types d'actifs. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la solution, elle permet en fait maintenant de s'étendre à d'autres directions métiers. C'est pour ça que vous allez voir que dans réservation, ici, la personne, elle peut réserver des choses qui n'ont rien à voir avec du matériel numérique. Typiquement, on peut, dans GLPI, créer des véhicules, on peut créer du matériel. Là, par exemple, c'était pour un autre client, un centre hospitalier, on a créé du matériel biomédical. Donc voilà, on peut effectivement gérer du matériel informatique, mais donc on peut montrer à la personne, si elle veut trouver un équipement, elle va ici, parce que chacun de ces actifs que l'on va rendre réservable, on va lui associer un planning, et donc en fonction des disponibilités, il nous proposera le véhicule, par exemple, qui va être disponible pour nous. Par exemple, je veux un véhicule qui va être disponible à telle date, et je vais faire une recherche, et puis là, il va me dire quels sont les véhicules qui sont disponibles sur cette date. Très bien, c'est pour extrapoler, ça sera un PC, c'est exactement la même chose. Et puis après, si je veux réserver ce véhicule, je vais aller en fait directement dessus, puis je vais dire que je le réserve peut-être pour 2 heures, donc un PC c'est pareil. La répétition, si je voulais en fait réserver cet équipement toutes les semaines ou tous les mois, je peux mettre aussi une répétition. Je dis qu'il réserve quand, donc là c'est Jean Dujardin, parce que je suis connecté en Jean Dujardin, et puis
merci de vérifier, j'en sais rien, que le véhicule dispose d'un, je sais pas comment est-ce qu'on appelle ça, d'un attelage. Tac, remorque. Tac, tac. Et puis du coup, hop, je vais faire là. Et donc la personne qui gère en fait, qui va être notifiée, qui gère en fait les véhicules en question, comme quoi telle personne vient de réserver le véhicule pour telle date et qu'il a mis tel commentaire. Donc ça me permettra en fait de préparer ce véhicule et de le mettre à disposition de la personne. Les utilisateurs vont aussi pouvoir sur GLPI accéder à ce qu'on appelle une base de connaissances. Donc ça peut être aussi très intéressant, sous réserve que vous enrichissiez cette base de connaissances, parce qu'en fait, il y a des articles dans GLPI qui vont permettre aux utilisateurs de trouver par eux-mêmes des réponses à leurs questions. Typiquement, là, j'ai un article qui va expliquer à l'utilisateur comment activer, désactiver son gestionnaire d'absence quand il va, par exemple, partir en congé. Donc là, on voit le sujet, on voit effectivement le contenu, et dans le contenu de l'article, on peut mettre des impressions écran, donc on peut faire carrément illustrer avec des procédures, on peut mettre des pièces jointes aussi, ou mettre des URL pour pointer sur d'autres documents qui sont déjà rédigés. Et donc, on peut définir aussi tel article sera visible par telle population ou telle autre population. Et on voit aussi sur les différents articles qui ont été créés, quel est le rédacteur de cet article. Est-ce que cet article fait partie de la base de connaissances pour qu'il soit visible, ce qu'on appelle la FAQ, pour qu'il soit visible pour l'ensemble des utilisateurs? On voit combien de fois votre article a été consulté. Donc ça, c'est aussi intéressant parce que ça nous permet d'avoir des indicateurs sur est-ce que cet article est intéressant ou pas pour les personnes, quelle date et heure il a été modifié pour la dernière fois, ce qui nous permet aussi de gérer de la revue documentaire dans la solution en fait GLPI. Donc ça, la partie base de connaissances, c'est aussi très intéressant en général parce que vous avez deux types d'articles de la base de connaissances. Les articles destinés plutôt à de l'auto-résolution par les salariés qui vont vous solliciter pour qu'ils trouvent par eux-mêmes 24/24, 7 jours sur 7, une réponse à leurs questions ou un moyen en fait de se dépanner tout seul dans le cas où c'est possible. Et puis sinon, vous avez d'autres types d'articles qui ne seront pas visibles pour les utilisateurs, mais visibles que pour vous en tant qu'intervenant technique, où là, ça va plutôt être des articles qui vont vous dire, en fonction de tel type d'erreur rencontrée sur tel matériel ou tel logiciel, veuillez appliquer, par exemple, tel mode opératoire, et ça va vous permettre en fait de faire en sorte d'être encore plus efficace dans la résolution des incidents ou dans les installations de matériel, parce qu'en fait, il y aura des procédures qui auront été documentées par rapport à ça. Donc, base de connaissances, c'est du temps à passer pour l'enrichir, mais c'est du temps de gagner par la suite et de la satisfaction auprès des utilisateurs qui vont trouver aussi un intérêt encore plus important de venir se connecter sur le portail GLPI. Et derrière, surtout, le gros intérêt aussi de ce type d'outil, c'est que vous allez définir votre offre de service auprès de vos métiers à travers la notion de catalogue de service. Donc, l'utilisateur, quand il vient sur ici catalogue de service ou créer un ticket, il accède à un catalogue de service. Donc là, si vous aviez que une offre de service pour le service informatique de l'établissement, vous allez avoir uniquement un catalogue de service, par exemple, informatique. Mais là, vous voyez que sur notre plateforme, on a fait exprès de modéliser plusieurs catalogues de services pour qu'un salarié de l'établissement, s'il veut faire une demande auprès des ressources humaines, auprès du service bâtiment, parce qu'il a constaté qu'il y avait une fuite dans tel sanitaire ou qu'il y avait une vitre qui était cassée, il peut le faire. S'il veut solliciter les moyens généraux pour avoir du mobilier, pour avoir un véhicule ou quoi que ce soit, il peut le faire aussi. S'il a un besoin pour faire des publications, des flyers ou des choses comme ça, il peut le faire. Et voilà. Et donc, à chaque fois qu'on va avoir un sous-catalogue, ici, je vais aller dans mon catalogue de services de la DSI, en fait, je vais modéliser et je vais faciliter pour mes utilisateurs comment vous allez pouvoir nous solliciter pour ouvrir soit un incident sur un matériel ou un logiciel informatique, obtenir un matériel. J'ai une question, un besoin d'assistance sur un logiciel ou un matériel pour l'utiliser, je ne sais pas comment faire. J'ai besoin d'une évolution, mettre à jour un logiciel, je vais faire ma demande. J'ai besoin d'un nouvel accès sur le système d'information, je peux le faire. Après, ces formulaires, on peut aussi définir pour qui ils sont visibles et qui ne seront pas visibles. Typiquement, une demande de changement sur le système d'information. Ça, en général, ce n'est pas un utilisateur qui va nous faire la demande, donc on masquera ce formulaire. Une fiche d'opportunité, c'est un nouveau besoin qui n'était pas encore délivré par le service informatique. Ça va être par exemple la mise en place d'une nouvelle solution logicielle, un truc comme ça. Ça, tous les salariés de l'établissement ne devront pas voir ce formulaire, donc on pourra très bien le masquer pour une certaine population. Typiquement, si la personne veut me déclarer un incident, elle va pouvoir utiliser ce formulaire, et là, le formulaire, il est modélisable à souhait. Je vais pouvoir faire des sections, ce qu'on appelle des sections, où là, je vais identifier les différents interlocuteurs sur ce ticket, je vais pouvoir ensuite qualifier mon incident,
Par exemple, là, on va demander à la personne qui ouvre ce ticket, est-ce que c'est elle qui est impactée par cet incident? Parce qu'il arrive des fois que certains salariés ouvrent des tickets pour leurs collègues. Donc, si c'est le cas, en fait, elle va dire « je ne suis pas la personne impactée ». Et là, à ce moment-là, si elle a coché ça, on va pouvoir lui poser une autre question qui est dynamique, qui va être « merci de choisir la personne qui est concernée en fait, par cet incident », de manière à ce que cette personne qui est la bénéficiaire soit bien aussi notifiée dans le suivi du ticket. Après, on peut lui demander ses coordonnées téléphoniques. Il y a des champs qui sont obligatoires, on le voit avec le petit astérisque, d'autres qui ne le sont pas. On peut demander les contraintes, si on veut, de disponibilité de la personne. Elle va mettre un titre court, je ne sais pas, souci sur le logiciel, voilà, je ne sais pas quoi, Berger, je ne sais pas si, voilà. Et donc là, elle va aussi, pareil, une question, on va lui demander est-ce qu'elle est la seule à être concernée par cet incident ou est-ce qu'il y en a d'autres qui sont concernés. Ça peut être intéressant, nous, pour qualifier l'incident. Si on veut enlever les questions, bien sûr, on peut en enlever. Là, pareil, s'il y avait une notion d'ordre, on pourrait modéliser aussi ici l'organigramme. Voilà, donc là, on aurait pu descendre en dessous de l'établissement Saint-Joseph du Lokidi. On aurait très bien pu mettre les directions métiers que l'on va rencontrer dans l'établissement pour que la personne puisse nous préciser quelle est en fait sa direction métier, pour que derrière, on puisse avoir des indicateurs encore plus fins sur qui me sollicite le plus ou quelles sont les directions qui me sollicitent le plus dans mon établissement. Ce n'est pas obligatoire. Le logiciel, donc elle rencontre un incident logiciel, donc là, elle va pouvoir nous préciser quel est le logiciel sur lequel elle rencontre un dysfonctionnement. Par exemple, c'est sur SharePoint, très bien. Donc là, plutôt, hop, SharePoint. Hop. Et puis derrière, donc ça, on va pouvoir aussi, pareil, lui amener des questions pour essayer de la guider. À quel moment avez-vous constaté ce dysfonctionnement? Je ne sais pas, ce matin. Est-ce que c'est lié à un événement particulier, une mise à jour, voilà, donc une modification de paramétrage? La personne, elle n'est pas obligée de mettre quelque chose, elle peut mettre aucune idée ou elle ne mettra rien. Voilà. Et puis derrière, elle va pouvoir aussi exprimer son niveau d'urgence par rapport au dysfonctionnement qu'elle rencontre. Et donc là, elle va pouvoir en fait aller chercher basse, moyenne, haute, et on va lui mettre une légende pour lui dire, si tu me dis que ton urgence sur cet incident, ton niveau d'urgence, c'est très haut, ça veut dire que tu ne peux plus travailler du tout. Si tu me dis que c'est uniquement moyenne, je ne peux pas fournir un travail à moyen terme. Si tu me dis que c'est bas, je peux travailler, mais je suis gêné fréquemment. Bon, c'est plutôt ça. Je peux travailler, je suis gêné fréquemment. Elle peut mettre éventuellement une pièce jointe si elle le souhaite, et ensuite elle va pouvoir faire envoyer la personne, et ça va créer en fait un ticket avec les informations qu'elle a renseignées. Donc, si j'ai bien renseigné tous les champs, ça va me créer au fait automatiquement un ticket. Voilà. Donc là, formulaire envoyé, et là, si je retourne sur mes tickets, tout à l'heure, Jean Dujardin, il avait un seul ticket. Là, il voit qu'il a un nouveau ticket, déclarer un incident, souci sur le logiciel SharePoint, et s'il rentre dans son ticket, il voit les questions qui lui ont été posées dans le formulaire et les réponses qu'il a apportées. Et derrière, voilà, il voit les informations avec c'est un incident, telle catégorie. En fait, ça permet aussi d'analyser ensuite les sujets sur lesquels on est le plus sollicité pour comprendre et s'améliorer. Donc ça permet, et puis voilà, puis on a la partie SLA qui s'est positionnée à 10 jours ouvrés parce qu'il avait mis que c'était une urgence qui était basse. C'est pour ça que le SLA est conditionné en fonction de l'urgence et de l'impact. Donc là, je vous ai montré un petit peu tout ce qui était côté utilisateur, mais par exemple, pour les ressources humaines, vous voyez qu'on peut très bien avoir tout ce qui est arrivée, départ, changement de fonction, et ainsi de suite utilisateur. Sur la partie bâtiment, on peut signaler un incident, une demande de travaux, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment un outil qui va être très intéressant au sein d'un établissement pour pouvoir centraliser pour les salariés l'ensemble de leurs besoins à destination des directions support. Et donc derrière, en tant qu'intervenant, parce que là j'étais en tant que effectivement plutôt salarié qui fait une demande, mais si je me connecte plutôt avec un compte qui va être quelqu'un qui a des droits de traiter les tickets, je vais me mettre par exemple avec le compte, je vais me mettre avec un compte qui a tous les droits comme ça en fait. Hein. Et puis, tac. Donc là, j'ai un compte qui a tous les droits. Donc, quand on a un compte qui a tous les droits, forcément, on a une interface qui est beaucoup plus étoffée en termes de menu parce qu'on peut gérer tout le parc informatique de mon établissement. Donc, je peux gérer... j'ai des familles d'objets qui sont par défaut dans GLPI avec les ordinateurs, les moniteurs, ainsi de suite. Donc, je vais revenir sur le parc. Je vais juste terminer sur la partie tickets. Parce qu'en fait, dans GLPI, on peut gérer effectivement des tickets type incident, demande. On peut gérer aussi des changements qu'on doit faire sur le système d'information, des problèmes. On peut gérer des tickets récurrents aussi, c'est toutes les tâches que vous êtes amené à faire
par exemple pour les contrôles des sauvegardes, les contrôles des logs sur les firewalls, toutes ces tâches qui sont un peu du shadow IT, qui ne se voient pas forcément, mais pour autant qui prennent du temps en fait auprès des équipes. Donc voilà, donc là je vais retourner sur mes tickets pour vous montrer en fait les derniers tickets qui ont été créés effectivement. Hop. Donc là je vais plutôt aller regarder tous les tickets qui sont non résolus, recherchés. Donc voilà, donc là je vois mon dernier ticket qui vient d'être créé là pour déclarer un incident. Donc avec l'établissement concerné, donc je vois que c'est Loire-Atlantique et Saint-Joseph du Loquidie. Je vois le statut du ticket, je vois qui l'a créé et je vois quelle est l'échéance sur mon ticket. Si moi je rentre dans ce ticket, vous voyez que pour les autres, comme celui-ci vient d'être créé, on n'a pas encore le pourcentage d'avancement, mais vous voyez, quand on met en place des SLS, ce qui est très intéressant pour les intervenants, c'est de voir voilà, quels sont les tickets qui sont en cours. Et tant que je suis dans le vert, c'est que tout va bien, mon échéance n'est pas encore arrivée trop proche et je n'ai pas de retard. Par contre, dès que je passe 80% ou 85%, je ne sais plus, du temps écoulé, mon ticket passe à orange ici. Et si je suis à 100%, c'est-à-dire que mon délai est dépassé, je vais passer en fait en rouge. Donc ça, c'est aussi ce qui va permettre pour les intervenants de pouvoir prioriser le matin quand ils arrivent. Sur quel ticket je dois travailler? Je vais essayer de travailler sur tous les tickets qui sont proches de 100% pour éviter que mes utilisateurs soient insatisfaits. Si je rentre dans mon ticket en tant qu'intervenant, pareil, je vois la description du formulaire qui a été saisi par le demandeur, je vois la tâche que je dois normalement réaliser sur ce ticket pour le prendre en charge et le qualifier. Une fois que j'aurai fait le nécessaire, je pourrai en fait ici renseigner que ma tâche elle est faite parce que j'ai réalisé mon diagnostic initial et j'ai consigné le résultat en fait en dessous. Alors je ne sais plus c'était quoi là son problème, c'était un SharePoint. Je peux faire éditer et puis là en fait je vais en fait consigner le résultat du diagnostic. Puis je sais pas, ça va être plutôt utilisateur. N'avait pas le bon compte, j'en sais rien. Okay. Voilà, souci réglé avec lui. Hop. Donc là, je vais faire ma tâche maintenant, elle est faite. Cette tâche, elle m'a pris une demi-heure. Si la tâche m'avait pris en fait 40 minutes, je peux changer. Voilà. Ici, ça me permet en fait d'actualiser. Si j'avais fait une autre tâche, donc là, la tâche, effectivement, elle est faite. Si je veux échanger avec le demandeur, moi, pareil, je peux utiliser les réponses. Ça me permet en fait d'échanger avec le demandeur. Le gros avantage que j'ai, c'est que l'utilisateur, lui, il n'avait pas de modèle de message. Moi, je peux utiliser ce qu'on appelle des gabarits de suivi. C'est des modèles de message type qu'on peut configurer pour gagner du temps avec les utilisateurs. Par exemple, j'ai tenté de l'appeler, mais il a pas répondu. Donc, je vais quand même l'informer parce que lui, sinon, si je mets rien sur le ticket, il pense peut-être que j'ai rien fait. Je vais mettre, voilà. Là, j'ai un gabarit. Voilà. Bonjour Jean, ça reprend le prénom du demandeur automatiquement. Nous venons de tenter de vous joindre pour avancer sur le traitement de votre ticket. Merci de nous indiquer à quel moment vous serez joignable. Voilà. Dans l'attente de votre réponse, votre ticket va être placé en fait à suspendu. Donc là, je peux aussi, j'aurais pu automatiser, mettre mon ticket en attente pour que mon SLA, je ne sois pas pénalisé dans l'attente du retour de la personne. Donc là, je peux mettre mon ticket en attente avec une raison de mise en attente. J'attends les disponibilités du demandeur. Là, mon ticket va changer. Le statut qui est cité à nouveau va passer en attente. Et automatiquement, parce que là, j'ai configuré qu'il y aura une relance toutes les semaines. Si la personne ne répond pas à mon message, dans une semaine, il y aura un nouveau suivi, une nouvelle relance qui sera mise sur le ticket. Et au bout de 3 relances successives à une semaine d'intervalle, c'est ce que j'ai configuré, je mettrai une solution directement sur le ticket en disant à l'utilisateur, voilà, malgré 3 relances successives espacées d'une semaine, n'ayant toujours pas eu de retour de votre part, nous estimons que votre besoin n'est plus d'actualité et nous allons procéder en fait à sa clôture. Il vous reste cependant 2 jours ou 3 jours pour vous manifester auprès de nous. Si je fais ajouter, l'utilisateur, le demandeur, va recevoir un mail en lui précisant que j'ai essayé de le joindre et qu'on a besoin de connaître en fait ses disponibilités. Le ticket est passé en attente avec effectivement la raison de mise en attente. Pendant ce temps-là, le SLA, donc l'engagement de délai, et le sablier est figé tant qu'il n'aura pas répondu à ma sollicitation. Moi, en tant qu'intervenant, je peux rajouter des tâches et des actions qui sont réalisées sur le ticket. L'avantage de mettre différentes tâches, on a aussi des modèles, des gabarits de tâches. Par exemple, je ne sais pas, est-ce que j'ai un truc compte j'ai pas, je vais voir installation peut-être. Installation. Voilà, installation d'une application. Donc ça va prendre globalement, je vais mettre, je sais pas, ça va prendre 1 heure. 1 heure. Voilà, je peux planifier en fait la tâche parce que je peux très bien dire cette tâche, je la ferai que le 25 et je la ferai par exemple à 10 heures. Et cette tâche, je vais l'affecter
à la personne qui s'appelle ITGouv et je vais faire associer. Donc en fait, la personne, le compte, chaque utilisateur dans le GLPI dispose de son planning et il peut voir les tâches qui ont été affectées et à quelle date elles sont. Donc là, j'ai une tâche d'installation qui me prend 1 heure. J'avais une autre tâche ici qui me prenait 40 minutes. Donc 40 plus 1 heure. Si je regarde dans le coût de mon ticket, je vois que ce ticket va me consommer 1h40 de mon temps. Et donc ça, je pourrais aussi reporter facilement vis-à-vis de ma hiérarchie en disant ce type de ticket nous prend à chaque fois tant de temps. Une fois que le technicien il a résolu, en fait, il a traité ce qu'il y avait à traiter sur le ticket, il va pouvoir proposer à l'utilisateur une solution. Donc, ce qui va faire que le ticket il va passer à effectivement résolu. Donc là, on peut s'appuyer sur des messages types aussi pour inviter l'utilisateur à accepter ou pas la solution qu'on lui a proposée. Donc là, par exemple, j'ai fait de l'assistance ou j'ai fait qu'est-ce que je vais c'était SharePoint. J'ai fait de l'assistance fonctionnelle. J'ai un message type qui va informer l'utilisateur, nous venons de traiter votre demande d'assistance fonctionnelle, vous pouvez rouvrir le ticket si jamais la solution apportée ne correspond pas à votre souhait. Je fais ajouter. Donc là, on voit que ça ajoute une solution avec un liseré marron, parce qu'en fait, l'utilisateur a reçu un mail l'informant qu'on avait apporté une solution et on lui demande en fait de valider cette solution. Si je me déconnecte et que je me reconnecte avec Jean Dujardin pour vous montrer côté utilisateur un peu ce que ça donne. Okay. En fait, Jean Dujardin reçoit un mail, comme je le disais, et puis dans le mail qu'il aura reçu, on voit que son ticket est passé à résolu. Il va aller sur son ticket. Donc, dans le mail qu'il a reçu, il avait un lien pour aller directement sur le ticket. Donc, et puis, à travers le mail, quand on est sous souscription, un autre avantage d'être en souscription avec aussi TechLib, un partenaire, c'est qu'il y a des plugins supplémentaires qui permettent en fait d'avoir la possibilité de faire accepter directement dans le mail. Donc là, la personne, elle voit le traitement de son ticket, la solution qui lui a été proposée, et là, elle peut approuver ou refuser la solution. Si elle approuve, son ticket sera clos définitivement. Si elle refuse, elle doit mettre un motif. Donc là, on va partir du principe que la personne veut approuver. Donc si elle fait approuver, voilà, on voit que ici le liseré est passé à vert, ce qu'elle vient d'accepter. On voit que la solution a été approuvée par Jean Dujardin à telle heure. Et là, on peut aussi enclencher une enquête de satisfaction sur le souhait. Là, j'ai mis sur ma plateforme. Et l'utilisateur, dès qu'il clôt son ticket, qu'il accepte la solution, il peut nous dire quel est son niveau de satisfaction global sur le ticket de 1 à 5 étoiles. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut exploiter aussi par la suite. Il peut mettre un petit commentaire sur son niveau de satisfaction. Voilà pourquoi il peut faire en fait sauvegarder. Et voilà, donc là, ça sera un indicateur supplémentaire pour les personnes en fait du service informatique. Mais ça, on est bien sûr, on n'est pas obligé en fait de l'activer. Donc ça, c'est effectivement, c'était pour vous montrer côté utilisateur le cycle de vie global de son ticket. Et puis après, quand on est en fait intervenant, hop, et bien derrière, en fait, dans GLPI, donc je vous ai monté très rapidement sur la partie ticket, donc parce que son ticket là ne sera plus visible, sachant qu'effectivement il a été clos. Mais voilà, donc là, vous avez un certain nombre d'onglets. Donc là, l'intervenant, lui, va pouvoir, je vous ai dit, ajouter des réponses, des tâches, des solutions, des documents et soumettre à validation d'une personne un ticket. Il va avoir en fait des informations qui vont permettre de décrire le ticket, est-ce que c'est un incident, une catégorie de demande, le statut pour voir un peu comment évolue, l'impact et l'urgence qui vont être intéressantes pour définir un niveau de priorité sur les tickets d'incident, mais pas sur les demandes, le lieu aussi, et puis voilà les différents acteurs sur le ticket, les niveaux de service. Donc voilà, donc ça sur les tickets, c'est un outil qui effectivement va vraiment vous permettre de gérer votre activité. Et dans GLPI, si je veux en fait à ce qui peut peut-être vous intéresser aussi davantage, c'est toute la partie parc. Dans un établissement, vous avez beaucoup de matériel à gérer, et donc dans GLPI, vous pouvez faire en sorte que tous vos ordinateurs, quand on dit ordinateur, c'est serveurs physiques, virtuels, les PC fixes, les PC portables, les tablettes et ainsi de suite, soient remontés dans GLPI. Les moniteurs aussi, les tableaux blancs interactifs puissent être remontés, les vidéoprojecteurs et ainsi de suite. Donc là, par exemple, dans les ordinateurs, on va avoir en fait, par exemple, si je prends, tac, je vais aller chercher, je pense, un matériel qui va être, est-ce qu'il y en a qui s'appelle modifié, je ne sais plus, tac, est-ce que j'ai, voilà, PC démo, celui-ci, donc là je vais aller par exemple sur ce PC-là. Donc là, qu'est-ce que je peux remonter en fait sur mes ordinateurs? Je peux remonter en fait son statut, je peux en fait en tout cas gérer son statut. Est-ce qu'il est en service? Est-ce qu'il est en maintenance? Est-ce qu'il est en rebut? Ainsi de suite. Je peux aller aussi récupérer, en fait, selon son type, son fabricant, son modèle. Et là, sur ce PC, par exemple,
j'ai un agent d'inventaire automatique, qui est l'agent GLPI, qui va permettre en fait toutes les 24 heures de remonter l'inventaire matériel et logiciel de ce poste dans GLPI, qui fait que ça me gagne du temps. Et puis, je sais comme ça, le type, le fabricant, le modèle, le numéro de série, tout ça c'est remonté par l'agent d'inventaire. Je vois qui cet équipement a été fourni. J'ai un QR code qui me permet, avec mon téléphone, de flasher ce QR code et d'arriver directement sur la fiche de l'ordinateur. Je peux voir aussi tout ce qui est système d'exploitation, ça c'est remonté par l'agent d'inventaire automatique. Bien sûr qu'après, je vais pouvoir faire des requêtes filtrées par rapport aux informations qui sont remontées. Je peux voir tous les composants matériels qui sont présents sur ce poste, avec la mémoire, l'utilisation par exemple ici des batteries, l'utilisation de la mémoire, l'utilisation du processeur, et ainsi de suite. Je peux visualiser aussi les volumes disques présents sur mon poste avec les volumes qui sont chiffrés. Je peux mettre des alertes aussi. Si jamais mon volume disque arrivait à plus de 90%, je pourrais avoir des alertes par mail. Je peux remonter tous les logiciels qui sont installés sur ce poste, et donc après aussi, pareil, faire des requêtes. Les variables d'environnement, je peux aussi récupérer ça, parce qu'en fait, dans GPI, avec l'agent GPI, aussi faire de la télédistribution logicielle. Dans les filtres pour déployer le logiciel sur un poste, je pourrais m'appuyer sur les variables d'environnement. Je peux aussi visualiser tous les périphériques qui ont été connectés sur cet équipement. Voilà, ça peut être aussi intéressant. Je peux voir les connexions réseau de ce poste, donc les différentes interfaces réseau qu'il a, sur quel port il est connecté, voilà, les interfaces VPN qui sont montées sur le poste. Là, la partie connecteur, un peu moins intéressant, c'est plus pour les serveurs que c'est intéressant, c'est quand on est dans une salle serveur et qu'on veut savoir, voilà, ça part de tel endroit, ça va à tel endroit, mais ça me remonte les outils de prise de main à distance avec l'ID. Donc ça, quand on veut prendre la main sur un poste, savoir, que ce soit PC Anywhere, Rustdesk, TeamViewer ou autre, on a l'ID qui est remonté. On a les informations. Monsieur Dilac, je me permets de vous couper, on est un petit peu juste au niveau du temps, il est 11h55. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on pourrait peut-être aller directement voir ce que la partie supervision aussi propose rapidement, et peut-être 1 ou 2 minutes sur la partie patch management, je crois qu'on l'avait évoqué dans l'ordre du jour, et puis la partie aussi intégration annuaire, si on voulait finir le webinaire, je pense, sur ces éléments-là. Je ne sais pas si Patrick est d'accord. Sur la partie inventaire, je pense qu'en effet, alors je pense que beaucoup utilisent la partie inventaire, peut-être pas jusqu'à ce que vous venez de nous montrer, mais peut-être que la partie en effet patch management et supervision, qui sont des choses quand même assez intéressantes, pour aussi être... Alors, du coup, effectivement, sur la partie supervision, alors GLPI permet en fait de faire... Alors moi j'appelle ça en fait de la surveillance, pas de la supervision, parce qu'en fait c'est pas du temps réel. Excusez-moi, plutôt la partie pas supervision, plutôt reporting, en effet, tableau de bord. Moi c'était plus ça que je pense que était. D'accord, très bien. Je vais montrer cette partie-là. Donc juste pour finir, mais là en fait c'est important, la gestion, c'est les informations administratives et financières qui vont être renseignées ici pour vous permettre aussi de gérer la vétusté de votre parc et de gérer vos budgets de renouvellement pour pouvoir d'un clic, quand on va chercher en fait comme ça tous les postes qui ont été commandés par exemple en 2017 pour pouvoir les remplacer. Donc ça, c'est important. Et ça nécessite effectivement une organisation au moment des livraisons des matériels pour intégrer ces équipements avec les bonnes informations et pouvoir en fait les réutiliser. Donc après, effectivement, sur la partie tableau de bord, de base, en fait, dans GPI, vous avez en fait des tableaux de bord. Alors vous en avez 3, hein. Vous avez central, asset et assistance. Donc le tableau de bord central vous permet en fait, c'est des informations qui reprennent un petit peu la partie big number sur le nombre d'actifs et la volumétrie en fait des tickets. Vous voyez ici, vous connaissez, hein, donc on va retrouver combien j'ai d'ordinateurs, combien j'ai donc sur effectivement les différentes entités, parce que là je suis sur l'entité racine, donc si je me mets sur une sous-entité, je pourrais avoir d'autres informations. J'ai les statuts sur les tickets par mois, donc ça permet aussi d'avoir une courbe de tendance. Je peux avoir aussi le top des demandeurs sur les tickets, donc ça c'est intéressant pour pouvoir aussi communiquer. Je peux avoir aussi le top sur les types de sollicitations qui nous arrivent en fait le plus souvent. Donc ça permet de comprendre pour quelles raisons j'ai autant de sollicitations, par exemple sur tel logiciel ou sur tel type de matériel, et derrière en fait de pouvoir agir. Sur les tableaux de bord, par défaut, on a la possibilité de mettre aussi des filtres pour adapter le résultat de nos recherches en fonction de filtres. Par exemple, là j'avais un filtre effectivement qui était groupe de techniciens, DSI centre de service. Donc effectivement, en enlevant ce filtre, vous voyez que ça actualise ici automatiquement les valeurs que j'avais en fait dans mes big numbers. Donc voilà, donc je peux filtrer
et adapter les valeurs de manière dynamique par rapport à des dates de création de mes tickets, par rapport aux catégories utiles qui ont été positionnées, au lieu, au type de ticket, si c'est un incident ou une demande, au groupe de demandeurs, au groupe de techniciens et aux techniciens. Donc ça, c'est en fait un premier niveau. Sur les assets, on peut aussi avoir des indicateurs. Donc là, c'est plus en fait des nombres, mais après une répartition par rapport au statut, combien d'ordinateurs sont en service, combien d'ordinateurs sont en maintenance, combien d'ordinateurs sont en panne, par fabricant, par type d'ordinateur. Voilà, donc ça peut être intéressant, par type de fabricant aussi. On peut avoir ça. On peut avoir aussi sur un peu plus dédié sur la partie assistance. On va avoir aussi une représentation un petit peu de notre backlog. Mais effectivement, là, ça va être intéressant quand on a plus de volumétrie. Mais donc, dans GLPI, on peut avoir des choses qui vont effectivement être un peu plus... tac. J'imagine qu'on peut aussi voir le respect des SLA dans le Bien sûr, board. Ouais, tout à fait, dans la partie tableau de bord. C'est intéressant pour Voilà, on peut avoir des choses avec un peu plus de volumétrie, mais en fait, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que, par exemple, nous, on a, après, si on veut aller encore beaucoup plus loin, mais déjà, on peut déjà faire des choses nativement en fait avec la solution GLPI pour avoir en fait la partie backlog, pour avoir en fait les tickets en retard et ainsi de suite. Mais on peut aller encore plus loin si on le veut avec des outils type open source qui sont Metabase. Et donc nous, ça nous permet avec la partie Metabase de pouvoir visualiser puis avoir des filtres encore un peu plus développés. Et donc là, on peut avoir le respect des délais en fait sur le traitement des tickets. On peut avoir le top des catégories sur lesquelles on est le plus sollicité, les tickets qui ont été clos avec une seule équipe intervenante, avec plusieurs équipes intervenantes, la volumétrie, l'ancienneté des tickets. Donc ça peut être aussi intéressant de voir ce genre de choses. Le respect des SLA avec les différentes courbes, les tickets par technicien. Voilà, à nouveau le respect des SLA. Le type de sollicitation aussi, ce qui est important, c'est de s'assurer que nos utilisateurs passent bien par le portail. L'évolution de notre backlog pour savoir entre ce que l'on prend comme ticket sur une période donnée et le nombre de tickets qu'on a réussi à traiter, est-ce qu'on est bien, le top 10 en fait, des établissements ou des clients et le nombre de tickets par mois que l'on a en fait sur notre plateforme. Donc ça, c'est plutôt en fait des choses que l'on a nativement. Donc, et puis après, pour faire des tableaux de bord, c'est quelque chose qui est très simple. Il suffit juste, par exemple, si j'en crée un nouveau démo, et voir qu'il n'y a pas besoin de savoir développer en fait du tout. On fait ajouter, on a une page blanche, et puis après, on va pouvoir ajouter ici différents indicateurs. Donc, si je veux, par exemple, assistance, je vais prendre nombre de tickets, hop, c'est juste un big number, je vais faire ça, hop, je le place ici, ça va me ramener ça. Si je veux en fait un autre indicateur qui va être assistance, pareil. Mais là, je vais aller chercher plutôt nombre de tickets en retard. Là, tout ça, c'est des nombres. Liste de tickets, nombre de tickets, tac. Liste des tickets. Voilà. Évolution des tickets sur l'année passée. Je vais pouvoir définir les barres multiples. Je veux en fait, par exemple, sur 12 mois. Hop, je vais pouvoir faire ça. Et je vais mettre ici. Après, je peux faire un glisser-déplacer. Et là, je vais pouvoir comme ça, après, actualiser en fait... rafraîchir en fait la donnée sur mon tableau de bord. Et voilà. Donc en tout cas, ça c'est très simple à faire. Il n'y a pas besoin, vous voyez, de développer ou quoi que ce soit. Si je veux mettre des filtres, je peux partager aussi mes tableaux de bord avec les personnes que je définis, ou même partager directement le lien. Et si j'ai besoin de mettre des filtres, ici je vais pouvoir ajouter effectivement des filtres, parce que je voudrais ajouter par exemple le filtre qui est sur la partie technicien ou type de ticket. Voilà, type de ticket pour voir les tickets adaptés en fait aux tickets qui sont des tickets de type incident ou les tickets qui sont de type demande. Et là, automatiquement, voilà, ça va venir à actualiser en fait mon reporting. Donc ça, on a du reporting sur la partie actif, on a du reporting sur la partie ticket, et ça va vous permettre en fait de piloter votre activité et de rendre compte. L'autre peut-être là on est déjà midi 2, on a dépassé je pense le temps. Peut-être que le dernier point, juste en quelques secondes, la partie intégration annuaire, juste pour dire comment ça fonctionne, notamment par rapport aux options de déploiement, j'imagine que c'est lié tout ça, avant de passer aux questions-réponses. Oui, bien sûr. Donc sur la partie en fait authentification, sur les environnements GLPI, on a soit la possibilité de créer des comptes locaux,
Voilà, si jamais vous n'avez pas d'autres moyens et qu'il y a peu de comptes, ça peut être des comptes locaux. Et maintenant, sur les versions 11 de GLPI, on a aussi du MFA qui est possible de configurer pour sécuriser la connexion de ces comptes locaux. Ensuite, on peut utiliser sinon des comptes provenant en fait d'annuaires externes. Donc, si votre instance, on partirait plutôt sur des instances en fait cloud. Donc, on peut s'appuyer sur des annuaires externes type Entra ID, anciennement Azure AD. Donc, Entra ID, on peut synchroniser. On peut synchroniser en fait aussi sur des annuaires type Google. Voilà, on peut aussi s'adosser à du Okta. LDAP, et puis après, on peut faire du mix. Comment? LDAP. LDAP aussi. Alors après, si on est sur une instance cloud, il faudra voir comment on peut se connecter en fait sur votre annuaire LDAP, parce que si l'annuaire LDAP est sur votre réseau local, il faut qu'on puisse monter en fait un VPN site à site. Okay. Donc c'est possible, mais ça dépend des types d'instances cloud que vous avez, effectivement. Donc voilà. Qu'est-ce que sur les authentifications, c'est ça, on peut s'appuyer sur des annuaires Entra ID, des annuaires Google, des annuaires AWS, sur des comptes locaux et sur des annuaires AD, effectivement, on-premise, si on a une instance GLPI Cloud Private. Ok, et donc en termes de coûts, au niveau de ces instances, quels sont les différents tarifs? Parce que j'imagine que c'est aussi TechLib qui héberge derrière en fait ces instances. Tout à fait. Donc au niveau en fait, de toute façon, vous avez les tarifs en fait aussi publics sur la partie TechLib et puis les instances cloud. Donc vous avez deux types d'instances cloud. Vous avez des instances cloud en fait, ce qu'on appelle publiques, qui sont plutôt réservées aux petits comptes, c'est-à-dire moins de 25 intervenants techniques sur la solution GLPI. Donc c'est 19 qui est la quasi-totalité de nos établissements. On n'a pas des services de 25 personnes. Tout à fait. C'est tout à fait possible. Mais après, ce qu'il faut voir, c'est que si jamais certains établissements voulaient en fait mutualiser pour avoir une instance cloud private et chacun en fait a son entité pour gérer en fait ses tickets, ça pourrait en fait en mutualisant, il pourrait très bien être sur une instance private qui coûte un tout peu plus cher, ce qui coûte 2 € de plus par utilisateur intervenant, parce que les salariés eux, qui se connectent ne payent rien. Vous n'avez pas besoin d'abonnement pour ces comptes-là. Vous avez juste besoin d'un abonnement pour les intervenants qui vont traiter des tickets ou traiter en fait des actifs dans la solution en fait GLPI. Donc l'intérêt, la différence entre le public cloud et le private cloud, c'est quoi alors la différence, c'est qu'en fait les instances public cloud sont des instances mutualisées, c'est-à-dire que vous avez plusieurs en fait clients qui sont sur la même instance virtualisée bien sûr, et sur les private cloud, ce sont des ressources dédiées qui vous sont mises à disposition par TechLib pour gagner en termes de performance et certaines fonctionnalités supplémentaires. Je l'évoquais tout à l'heure, si par exemple vous souhaitez vous interfacer vos utilisateurs avec un AD local, eh bien en fait on peut le faire que sur des instances private cloud, on ne pourra pas le faire sur des instances public cloud. Donc voilà, c'est ces petites choses-là et puis la volumétrie, si vous avez beaucoup de fichiers dans le traitement de vos tickets ou sur GLPI, vous voulez mettre des procédures, vous voulez pas de choses, vous voyez, la volumétrie n'est pas la même, 50 gigas d'un côté, 5 gigas de l'autre. 5 gigas, ça peut paraître assez court, c'est pour toute l'instance, j'imagine. C'est pour toute l'instance, donc si on met des copies d'écran, des fichiers, ça peut aller vite, quoi. Voilà, c'est ça qu'il faut suivre. Après, sur une instance cloud publique, on a quand même la possibilité de prendre une option auprès de TechLib pour étendre la volumétrie en fait ici. Et c'est pour ça qu'il faut bien se poser en fait la question. Et après, sur les instances cloud private, comme je vous disais, l'avantage aussi après, c'est les connexions VPN site à site. Et puis voilà, VPN compatible site à site. Vous avez aussi la possibilité d'avoir une connexion SQL en lecture seule sur la base de données, ce que vous n'avez pas sur l'instance publique. Vous pouvez faire des filtrages d'adresse IP pour dire qui pourra accéder, comme cette instance elle est hébergée sur le cloud, qui pourra accéder à votre instance. Vous avez une fréquence de sauvegarde qui est un peu plus importante, des incrémentiels qui ont lieu en fait toutes les heures, et puis des interconnexions avec des outils Metabase. Bon, voilà, ça c'est une possibilité, mais sinon les instances cloud publiques. Excusez-moi, quand vous affichez 19 €, 21 € par user, là on parle de l'équipe technique ou on parle de n'importe quel utilisateur? Non, équipe technique. Les salariés en fait, effectivement. Oui, j'avais un doute. Et donc là, on passerait par, quand on veut souscrire à cette offre-là, on passe forcément par un revendeur? Oui, c'est ça, on passe par un partenaire. C'est ça, exactement. Sur le site de TechLib, vous avez en fait tous les partenaires qui sont identifiés. Et donc, en général, TechLib, maintenant, avant, ils vendaient en fait en direct, mais maintenant, c'est plus du tout leur stratégie. Et effectivement,
Donc après, une fois que l'instance, donc nous on souscrit pour le compte du client de l'instance avec le nombre d'intervenants qu'il souhaite. Et puis après, effectivement, il y a la partie en fait intégration, donc qui va pouvoir se faire. Et donc, si vous êtes effectivement plusieurs établissements parce que vous aurez un usage qui sera assez similaire en fait d'un établissement à un autre. Donc, je pense nous, ce qu'on pensait, ce serait plutôt d'avoir en fait un socle commun, une installation, un standard, entre guillemets, qu'on définirait en fait avec vous en amont. Et puis ensuite, ce socle commun, on pourrait l'utiliser pour gagner du temps et réduire le coût aussi pour les établissements en demandant à TechLeap d'importer en fait ce paramétrage standard. Et après, on aura juste, entre guillemets, des ajustements à la marge à faire par établissement pour que ça corresponde en fait effectivement à la bonne base d'authentification et au patrimoine logiciel et matériel qui est géré par cet établissement. Vous voulez dire qu'on pourrait provisionner en amont l'instanciation GLPI au niveau régional en créant la liste de tous les établissements identifiés par leur code RNE, par exemple, ce qui est la manière la plus sûre de les identifier. Et selon les demandes d'établissement, au final, de créer des accès administrateurs à chacun, quoi, c'est ça? Oui, tout à fait. D'accord. C'est des sujets qu'on évoquera entre nous, je pense. Oui, tout à fait. Déjà, mais en tout cas, je pense que ça peut avoir un intérêt pour les établissements, si jamais ils souhaitent, effectivement, ils sont plusieurs à adhérer à cette solution et effectivement à la prestation qu'on pourrait proposer. Je pense que ça aurait du sens, en fait, d'industrialiser pour tout simplement que ça coûte moins cher, en fait, à chaque établissement. Et après, vous avez la prestation derrière du support, j'imagine, que vous proposez en plus. Oui, tout à fait. Ça, c'est le coût effectivement mensuel par utilisateur, mais qui comprend en fait côté TechLeap, donc l'hébergement, les sauvegardes, l'exploitation, dans le sens aussi les montées de version sont faites automatiquement par l'éditeur. Donc dès qu'il y a des CVE qui sont détectés, les correctifs sont appliqués sur les instances cloud. Et derrière, par contre, le niveau 1, le niveau 2, et la réponse aux questions n'est pas assurée dans le contrat de base de TechLeap. Donc nous, c'est pour ça qu'on propose effectivement une surcouche annuelle qui va permettre de répondre à vos questions et à vos sollicitations de niveau 1 et de niveau 2. Et si jamais on voit que c'est effectivement un dysfonctionnement avéré qui nécessite un correctif auprès de TechLeap, on va escalader pour votre compte auprès de TechLeap. On va recevoir le patch, on va le tester de notre côté. Une fois qu'on l'aura validé, on proposera en fait sa mise en application auprès de TechLeap. Et on vous accompagnera aussi sur les demandes d'évolution ponctuelles. Alors bien sûr, moyennant un crédit de temps pour que vous ne restiez pas en fait bloqué si vous voulez modifier un formulaire ou des catégories logicielles ou autres, qu'on puisse vous accompagner en fait sur toute cette partie-là. Ok. Voilà. On va passer aux questions-réponses. Oui, bien sûr. Ouais, tout à fait. On avait une première question de Valentin Hubert qui disait la solution permet-elle d'informer la personne qui s'apprête à déposer un ticket qu'une autre personne a déjà déposé un ticket sur le même sujet, dans le but d'éviter les doublons? Facile, ça. Ouais. Donc effectivement, si jamais en fait quelqu'un a déjà créé un ticket et que son collègue crée un ticket qui porte sur le même sujet, après c'est effectivement... Alors, le risque, c'est s'il passe par effectivement le portail dématérialisé, le catalogue de services, là, il va créer un deuxième ticket. Après, c'est vrai qu'au moment de la prise en charge en fait, par le technicien, si le technicien voit parce qu'il a connaissance que tel autre utilisateur a déjà créé ce ticket, en fait, il va pouvoir directement clore ce ticket en faisant la référence en fait, au ticket précédent qui a été ouvert par l'autre collègue. Mais là, effectivement, comme chacun va passer par le catalogue de services, après, c'est plutôt dans le formulaire qu'on peut exposer au demandeur en lui disant avant d'ouvrir ce ticket, vous êtes-vous assuré que vous n'avez pas un collègue qui l'a déjà ouvert avant vous. Voilà. En tout cas, on peut poser, en fait, mettre un certain nombre de questions qui vont permettre de s'en prémunir. Tout à fait. Ok, il n'y a pas de solution. On pourrait imaginer, en effet, au moment de poser la question, qu'il y aurait peut-être un système de recherche instantanée qui pourrait voir si en effet des sujets sont sur le même. Bon, c'est encore un peu trop tôt. Peut-être avec le module IA qui pourra peut-être analyser le contenu, la question, mais c'est pas du tout évident, quoi. Et puis en plus on sait très bien que nos demandeurs sont toujours dans l'urgence. Les enseignants vont être pris par le temps, ils vont pas prendre le temps d'aller consulter la base de ressources, quoi. C'est toujours pareil. Ok.
Autre On question. avait une autre question. Donc, quel est le coût? Alors, posez-vous une migration d'une installation existante vers une solution cloud? J'imagine que oui, vous faites ce genre de prestation. Oui, tout à fait. Après, si un établissement a déjà une version effectivement on-premise, on fait régulièrement, en fait, nous, on va importer ça dans l'instance cloud. Effectivement, il y aura des petites modifications, mais c'est possible, bien entendu. Ok. Et il y avait une question complémentaire où il demandait quel était le coût pour un utilisateur admin unique, ce qui, à mon avis, est la grande majorité de nos établissements. Ça doit être répondu, j'imagine. Mais... C'est ça, on est sur le tarif qu'on a évoqué tout à l'heure. Oui, tout à fait. 19 € en fait, hors taxe par mois, x 12. Et puis, vous rajoutez en fait un petit contrat créditant qui va être globalement de 5 heures. On va rajouter en fait 400 €. Donc voilà, ça va vous donner 228, je crois, plus 400 € de mémoire. Parce que je crois que ça doit être... Le créditant, c'est votre fameux support c'est gouvernance. Okay. Exactement. Ouais, tout à fait. Ça, c'est le tarif avant négociation. C'est le tarif aujourd'hui. Ok. Ouais. Je ne vois pas d'autres questions. Il y a une question de Vincent. Quel est l'agent utilisé pour la remontée des données? C'est l'agent GLPI. C'est l'agent GLPI, parce qu'effectivement, avant, sur GLPI, on avait OCS Inventory, on avait Fusion Inventory. En fait, TechLib a recruté un certain nombre de personnes qui avaient travaillé sur le développement de l'agent Fusion Inventory. Donc, Fusion Inventory va être abandonné et l'est de plus en plus. Donc, voilà, pour ceux qui utilisent Fusion Inventory, je vous conseille d'aller vers l'agent GLPI Inventory et il remonte beaucoup plus de choses. Et même pour ceux qui utilisent OCS, je vous conseille d'utiliser l'agent GLPI. D'accord. Ok. Pas d'autres questions? J'en ai pas vu. Non. Moi, j'avais une question pour M. Dillac. Est-ce qu'on pourra publier ce webinaire sur une plateforme publique? Ça vous ne vous dérange pas? Ouais, non, moi, ça ne me dérange pas. Très bien, parfait. Et puis peut-être que vous pourrez aussi nous recommuniquer vos coordonnées, les contacts, pour qu'on puisse les communiquer en même temps. Peut-être aussi les afficher déjà, peut-être en fin de webinaire, ce sera plus simple si vous pouvez les afficher. Ok, oui, tout à fait, parce qu'en fait, je crois que j'avais je peux vous on l'a vu rapidement tout à l'heure, en fin de tout à fait. Et je vais vous réafficher en fait cet écran. Hop. Donc ça va être celui-ci. Et donc là, vous devez voir en fait. Alors, oui, c'est si bleu sur bleu, oui. Ouais, bleu sur bleu, on voit peut-être pas très bien, effectivement. Choix malheureux du chargé de com. C'est ça. Et sinon, je vais vous mettre tac. Je vais la rétrécir. Hop. Ok. Bon, côté publication, KKC a une chaîne YouTube publique, on pourra la diffuser à cet endroit-là. On profitera des Bretons pour ça. En tout cas, un grand merci à M. Dillac pour cette présentation. Rien. Je pense qu'il nous a manqué peut-être 5-10 minutes pour aller un peu plus loin sur les différents sujets, mais en tout cas, voilà, Alors, on a quand même une question avant de partir, c'est Paolo qui est... Oui. Est-ce que cela a déjà été mis en place sur un groupement d'établissements et comment ont-ils négocié la gestion du contrat? D'établissements scolaires, je ne pense pas, parce qu'on en avait déjà parlé avec M. Dillac, mais j'imagine que des groupements de sociétés, c'est possible. Oui. La difficulté qu'on a chez nous, qu'on a déjà évoqué avec M. Dillac en amont, c'est qu'en effet, chaque entité est indépendante, donc c'est un peu complexe, mais c'est des sujets qu'on pourra après évoquer ensemble dans les différentes réunions et puis avec M. Dillac par la suite. Donc, oui, parce que c'est vrai que oui, je pense qu'il y aurait vraiment il y aurait vraiment du sens pour vous, hein, pour faire ça. Moi, sur la plateforme de démo, vous voyez, en fait, ça c'est juste pour vous donner, mais on a en fait une arborescence des entités souvent qu'on va avoir pour les clients, et chaque établissement, quand il se connecte à son compte et se connecte sur son établissement, ne voit que les données de son établissement, que ce soit aussi bien les tickets que la partie matérielle. Et là, on pourrait effectivement être sur des instances plutôt private, à mon sens, avec plus de ressources dédiées et des coûts, je pense, plus intéressants pour vous. Mais par contre, effectivement, il faut réussir à s'entendre dans les établissements. S'entendre et avoir une entité commune, ce qui est complexe, nous, au sein notamment du Radel, peut-être moins au niveau du CAC ici, mais nous, au sein de l'EPDMOR, c'est plus complexe. Je pense dans les deux cas, c'est un pari, hein, c'est-à-dire que la faisabilité, l'idée de créer une plateforme régionale, c'est tout à fait envisageable pour peu que vous gardiez le traitement individuel commercial auprès de chaque entité. C'est ça. Oui, c'est tout à fait possible aussi. Nous, côté KKC ou Uradel, je pense qu'on n'est pas contre cette idée d'avoir cette plateforme régionale, mais pour peu que nous, on n'en supporte aucun coût. Après, charge à vous
de traiter les demandes d'établissements individuels et de gérer la facturation auprès d'eux. Et qu'il y ait une réelle segmentation entre les établissements. Voilà. C'est ça. Ça, c'est tout à fait possible. Effectivement, si on veut passer sur une instance cloud privée, il faudrait qu'on ait déjà 25 établissements s'il n'y a qu'un seul intervenant au sein de ces établissements. Puis après, nous, on pourrait effectivement le gérer en fait, sans vous apporter de contraintes à ce niveau-là. En fait. Il y a une question justement dernière. Juste, je rebondis, mais on pourra peut-être faire une enquête en amont. Oui, c'est vrai. Ouais, je pense que ça peut une dernière question avant de... Dylan Vincent, je ne sais pas où est le prénom et le nom, qui demande est-ce qu'il est possible de faire appel à vos services pour une mise en place personnalisée mais sans le support par la suite? J'imagine que oui. Non. Oui, après c'est possible, oui, tout à fait. C'est vrai que nous, normalement, en tant que partenaire de l'éditeur TechLib, on se doit en tout cas, on ne peut pas faire de support sans proposer le support de niveau 3 côté en fait TechLib. Ça, c'est une obligation que l'on a en tant que partenaire de l'éditeur. Après, faire une intégration sur laquelle en fait il n'y a pas le contrat de support de vendu, c'est vrai que souvent, en fait, on aime bien l'avoir aussi parce que même le coût est quand même pas très onéreux et ça se permet surtout, on voit dans le temps, de faire aussi que l'instance elle reste à jour côté client, qu'elle soit pas vulnérable et que le client bénéficie de nos conseils sur les nouvelles versions de GLPI, les nouveaux modules à mettre en place qui pourraient être intéressants pour lui. Mais en tout cas, oui, pour répondre à la question, c'est possible. Ouais, je rebondis. C'est vrai que c'est souvent des outils, le GPI, la supervision, du Centréon, etc., qu'on fait souvent faire, enfin, mise en place, on a fait souvent faire par des stagiaires ou des contrats pro, quelque chose comme ça. Et puis souvent, c'est des solutions qui vieillissent mal, qui sont pas à jour ou qui n'ont pas les dernières évolutions, en tout cas. Donc, c'est peut-être aussi intéressant, je pense, d'avoir une assistance ou un support sur ce sujet-là. Pour boucler avec l'intro, on a eu plusieurs fois le cas de remontée via le CERT régional de failles de sécurité qui remontaient depuis l'établissement parce que le site, l'outil GPI était exposé sur le net, mais en ayant des failles. Tout comme d'autres produits, le WordPress ou autre chose. Mais on voit bien que, comme le dit Anthony, il a été installé il y a 3-4 ans, on l'a oublié, on s'en est servi de manière tout à fait basique, et quelque part on s'expose quand même au travers de ça. Ok, écoutez, merci à vous, merci à tout le monde, et puis en effet... Merci aux participants. Merci à vous, merci beaucoup. On continuera la conversation, je pense, au travers d'un sondage pour évaluer un petit peu les besoins, les demandes, les envies, et puis de voir comment on imagine la suite. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci, à très bientôt. Au revoir.